Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Benoît. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Benoît Gagnon. En fait, je suis vice-président réponse aux incidents cyber-enquête chez Forensic. Donc, on s'occupe de tout ce qui est réponse à un incident informatique, s'assurer que le client qui nous appelle en catastrophe soit pris qu'on puisse les aider plus possible à retourner à une situation normale. Et le versant cyber-enquête là, qui travaille bien évidemment en tout ce qu'on sait là, qui est l'enquête forensique. Là, donc, l'analyse d'ordinateur. Donc, ça va appeler aussi bien souvent l'informatique légale. Passé un peu éclectique là, en termes de sécurité. Passé où j'ai été dans le milieu académique au départ. Travaillé beaucoup sur la question cyberguerre, cyberterrorisme, terrorisme en général, mais également sur la question de la criminalité informatique. J'ai fait ce qu'on appelle études stratégiques, le War Studies. Travailler avec sur la question de l'intégration des technologies de l'information dans l'armée canadienne. Et ensuite de ça, passage en criminologie, où là, j'ai travaillé véritablement directement sur la question de la criminalité informatique et été recruté par les services de renseignement, donc une expérience de 7 ans dans les services de renseignement. Donc, un hiatus de 2 ans chez Ubisoft là, pour la sécurité du groupe. Et ensuite de ça, j'ai été vice-président au Commissionnaire du Québec. Commissionnaire du Québec qui est en fait la plus grande firme de sécurité au Canada, mais c'est sécurité physique, c'est pas sécurité informatique. Mais là-bas, j'étais responsable des TI. Tout ce qui était transformation numérique là, et mise en place d'une ligne d'affaires en sécurité de l'information, là, un SOC as a Service. Et puis donc dernier emploi, là, vice-président chez Forensic. Très intéressant. Justement, je vous ai sollicité parce que avec l'explosion des incidents de sécurité qu'on voit surtout dans les médias, mais même si on ne les voit pas dans les médias, il en existe beaucoup. L'aspect du forensic puis tout ce qui entoure de ça est un peu mal compris. Hollywood aussi a énormément contribué à cette mécompréhension de qu'est-ce que c'est. Là, si, pour les gens qui ont écouté un peu CSI, non, on n'est pas capable de retourner une photo puis de trouver des affaires en 3 clics puis réussir à trouver des choses comme ça. Fait que c'est un peu dans cette perspective-là que vous invitez justement pour qu'on, établir la base pour qu'est-ce que du forensic, puis ensuite, dans le fond, de creuser dans l'expérience plus technique, qu'est-ce que c'est vraiment sur le terrain, qu'est-ce que ça fait. Mais je vais te laisser commencer à faire peut-être une introduction, qu'est-ce que le forensic, l'informatique légale, et ensuite de naviguer là-dedans pour justement amener une meilleure compréhension globale de qu'est-ce que c'est. Et son utilité d'ailleurs. Ouais, effectivement, tu as bien raison de dire que malheureusement, le cinéma ou, disons, les séries, ou en tout cas Hollywood en général, a contribué à fournir, disons, une vision tronquée de la réalité. On est loin d'être... je peux vous dire que pour côtoyer des gens qui font ça au quotidien, là, on est loin de ce que CSI propose. Donc, c'est... le forensique en tant que tel, c'est vraiment un domaine là, qu'on va souvent appeler soit l'investigation numérique ou l'informatique légale. C'est un domaine qui est extrêmement basé là, sur des principes scientifiques. Là. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser des principes scientifiques et d'appliquer ça dans une méthodologie de travail permettant d'aller extraire des preuves évidemment des preuves numériques sur différents appareils, ce qui va permettre éventuellement de mieux comprendre des situations, alimenter des enquêtes plus globales ou vérifier la véracité de certains faits, en guillemets, qui sont avancés dans des cas soit de litige, par exemple, ou des cas qui vont aller à la cour. Donc, l'objectif de l'investigateur numérique va vraiment être de prendre ces éléments-là et de les faire parler. Essentiellement, là, c'est de prendre des éléments numériques et
de les transformer de manière à ce qu'on les comprenne de manière contextuelle dans le cadre d'une enquête ou dans le cadre d'un travail je vais dire, de narration, parce que ça va souvent être utilisé aussi pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans des événements particuliers. Et donc, l'investigateur numérique, là, c'est ça, va utiliser tous ces principes scientifiques-là pour le mettre à sa sauce et tenter de fournir ce cadre de réflexion-là autour de la donnée brute, là. Oui, puis tu me parlais justement le rôle du forensique dans un cas d'incident, parce qu'on a tendance à disjoindre les deux, mais la réalité, c'est que souvent, on va utiliser le forensique plus en plus à la fin de l'incident, mais quand même dans la démarche d'incident, parce que ça a beaucoup d'impact, justement, légal, mais il y a beaucoup d'autres facettes à ça qui sont intéressantes dans ce cadre-là. Ouais, c'est ça. Mais en fait, même, je dirais, c'est pas juste à la fin. En fait, oui, le rapport va arriver beaucoup plus à la fin, mais c'est un des trucs qu'on prône chez nous, là, c'est d'inclure très rapidement les équipes de forensique, d'analyse forensique avec les gestionnaires d'incidents, voire même j'aime mieux la vision embedded, là, donc on les met vraiment ensemble, qui travaillent ensemble au quotidien. Parce que quand on arrive sur un incident, un des éléments qui va souvent jouer, c'est la question faut retenir les données. Et donc, il faut s'assurer que dans la démarche de gestion de l'incident, que les données qui sont utiles à la compréhension de la situation soit gardée de manière efficace pour s'assurer que dans le temps, il n'y a pas, par exemple, effacement de ces données-là, puis là, on soit plus capable de retourner en arrière puis de comprendre ce qui s'est passé. C'est ça aussi l'objectif dans un incident. Ce qui est bien malheureux dans beaucoup de cas, c'est que des gens qui vont gérer des incidents vont se sortir de la situation, sortir de l'état de crise, mais n'auront pas de lesson learned, n'auront pas, ils vont en avoir un minimum, mais n'auront peut-être pas toute cette compréhension-là de qu'est-ce qui s'est passé exactement, quelle a été la chaîne des événements ayant mené à cette situation-là. Puis maintenant qu'on sait ça, comment on peut se sortir de cette situation-là et faire en sorte que ça se reproduise pas. Puis c'est là qu'est la plus-value de manière très gestion là, globale, là, au-delà de la gestion de l'incident, mais la gestion pour une organisation. Quelle est la plus-value de l'analyse forensique? Elle est là. C'est qu'on va être capable d'avoir une compréhension de OK, il s'est passé X à cause de Y. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le long terme pour éviter qu'on retourne dans cette situation-là et apprendre finalement de notre environnement d'affaires. Puis ça, c'est un des éléments sur lesquels je travaille beaucoup, moi. Les équipes, évidemment, sont beaucoup plus techniques. Moi, mon objectif va vraiment être d'accompagner le client puis de lui faire comprendre ces éléments-là. Donc, si tu te retrouves dans cette situation-là aujourd'hui, évidemment, c'est toujours une situation qui est très malheureuse puis qui est bien plate. Là, tu tombes en situation de crise parce qu'une crise, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est que généralement, c'est qu'il y a un bris dans le système. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le système. Et ça, dans le fond, l'analyse forensique va être capable d'aller chercher cet élément-là dans ton système, puis faire émerger certaines conclusions qui, ensuite de ça, peuvent être traduites en actions qui vont être très des actions de gestion là, au quotidien. Là. Donc, et c'est là que je pense que l'apport est extrêmement puissant. C'est malheureux parce que souvent les clients vont le refuser pour des raisons de coût. Donc, eux autres vont vraiment être en mode, regarde, c'est en train de me coûter une fortune, parce je le sais, là, gérer un incident, c'est extrêmement coûteux pour une entreprise. Là. Les experts sont pas donnés aussi, mais c'est aussi le fait que souvent, tu es en situation où ta production n'avance pas. Donc, chaque heure que tu perds, c'est des heures de rentabilité que tu perds. Donc, souvent, ces gens-là vont dire, OK, mais regarde, moi, j'essaie de limiter mes coûts le plus possible. Le côté enquête, mais ça m'intéresse moins. Fait que,
c'est sûr que je peux comprendre cet aspect-là du coût, mais sur le long terme, je pense que ça a un impact qui est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que tu risques de répéter tes erreurs, tu risques de te remettre dans la même situation quelques années plus tard, puis finalement, on se fait rappeler quelques mois plus tard parce que on se retrouve un peu avec les mêmes problèmes. Et c'est là, parce qu'on n'est pas capable d'avoir le narratif qui explique vraiment la cascade des événements. Donc, on dit au client, regardez, on a corrigé ça. On vous a aidé avec tel aspect, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ça s'est produit. Donc, des fois, c'est plus évident que d'autres, des fois, c'est moins, mais généralement, l'analyse forensique, là, c'est à ça qu'elle va servir, puis c'est à ça qu'elle a son utilité là, dans le cadre d'un incident. Là. Oui, l'utilité est très grande. On va prendre des exemples plus actuels au moment de l'enregistrement. Là, on a eu le cas de plusieurs fuites de données majeures. C'est le genre de choses, justement, parce que dans tous les cas, en tout cas, qui ont fait l'actualité présentement, les entreprises ou les organisations ont semblé être très surprises d'apprendre ce genre de choses-là. Donc, incidemment, dans une crise, ça doit nuire quand on a, moi j'allais l'expression anglophone là, de militaire, le fog of war, c'est-à-dire d'avoir aucune vision. Et c'est là, puis que tu as mis en tout cas en avant, de l'avant que ça l'amène ce genre de choses-là, justement de continuité. Puis ce genre de choses-là, ça fait effectivement partie de votre mission. Là. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, tu parles du fog of war, puis moi aussi, là, ça me permet de mettre des concepts, un concept d'études stratégiques là-dedans. Là, puis, souvent, une attaque en cache une autre. Là. Donc, si t'arrives, ton premier coup, tu dis, là, j'ai un ransomware, par exemple, pouvez-vous m'aider? Oui, on sort, non, je veux pas de l'enquête. Mais là, tu travailles sur le ransomware, tu le sors. Puis là, tu dis au client, voici la situation, on t'a nettoyé tes systèmes, blablabla. Puis là, tout d'un coup, le criminel revient quelques semaines après en disant, hey, by the way, j'ai exfiltré tes données quand j'étais dans ton système. Ah, mais là, tu ne savais pas ça parce que tu n'as pas fait le processus d'investigation numérique. Donc, avoir fait une analyse en forensique t'aurait permis de détecter ça, t'aurait permis de voir ces éléments-là, puis de dire, OK, regarde, là, ces données-là qui sont des données considérées comme étant sensibles, ils ont potentiellement exfiltré pour telle raison. Ou, à l'inverse, ça aurait pu être des données complètement bidons, puis tu dis, regarde, ces données-là sont bidons, c'est pas des données qui sont sensibles ou qui contiennent des éléments qui sont d'ordre problématique pour tes clients ou peu importe. Si ton criminel revient en disant, hey, by the way, j'ai tes données, tu vas être pas mal moins nerveux en disant, regarde, ouais, faisant ce que tu veux, mais ça, les clés, si ça te tente, ça n'a aucun impact. Donc, cette connaissance-là est importante pour savoir, pour avoir une bonne prise de décision ensuite de ça. Là. Ce qui réduit le fog of war, comme tu le dis si bien, là, puis qui permet d'avoir une vision beaucoup plus éclairée dans ton processus de gestion stratégique là, de la sécurité pour les prochains mois. Là. Tout à fait. Puis aussi, je vais t'amener à aussi défaire un peu un mythe, là. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre une photo floue puis d'en faire quelque chose d'intéressant. Au sens où l'importance des données en amont pour donner le résultat, parce que je pense que les gens ont une attente démesurée par rapport à la capacité de données qu'ils sont capables de fournir justement pour arriver à une réponse. Ouais, ça c'est un des gros enjeux qu'on a quand on s'en va aider des clients. C'est la question des logs, le type de log qu'on a accès, le temps de rétention des logs. C'est souvent un gros enjeu quand on arrive chez les clients. Ces clients-là se sont pas posé la question de, quel type de log que j'ai, combien de temps c'est stocké, puis est-ce que c'est suffisant?
Souvent c'est malheureux parce que ça vient avec des questions de coût, là, parce que telle licence te donne un log de 15 jours ou de 10 jours, mais si tu avais upgradé ta licence, tu aurais eu 60 jours de rétention de log, ce qui a un impact assez significatif sur la possibilité de compréhension de ce qui s'est passé, parce que des fois, une attaque va se faire, ça va prendre des semaines avant que ça débloque. Donc, tu sais, on n'a pas accès aux données qu'on voudrait pour être en mesure de mieux comprendre la situation. Donc, ça, c'est probablement un des aspects qui est sous-traité par la question de la sécurité de l'information, je dirais, sans être méchant. Mais tu sais, on parle souvent de la triade, là, CIA, mais la question de, je vais dire ça, l'auditabilité, là, en guillemets, là, c'est peut-être un très mauvais français, là, mais cette capacité de retourner dans le temps puis d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans les systèmes, c'est souvent pas réfléchi de manière structurée, faisant en sorte que ça a un impact quand il arrive un bobo. Puis là, évidemment, on a comme un incident à l'esprit, là, tu sais, tout est down. Mais c'est pas juste ça, là. Ça peut être aussi banal qu'un litige avec un employé. Puis là, on aimerait se retourner dans le temps pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est qui le fautif là-dedans. Puis là, tout d'un coup, t'es juste pas capable d'aller chercher ce type de données-là parce que les systèmes n'ont pas fait de rétention. Donc, la rétention des activités sur les systèmes permet de retourner dans le temps. Puis nous, ce que ça nous permet de faire, c'est vraiment de créer cette espèce de ligne temporelle-là, de comprendre, telle personne a eu tel service, accès à tel service, accès à telle donnée, donc était capable de manipuler. Et dans le fond, c'est comme de la rétro-ingénierie d'événements. On est capable de retourner jusqu'au point le plus loin possible pour expliquer la cascade. Puis là, c'est beaucoup plus pertinent en termes de compréhension. Donc, la manipulation de ces données-là, tu sais, elle est extrêmement... en fait, l'accès à ces données-là est extrêmement important. Puis, là, tu parlais tout à l'heure de la question des photos, c'est ça, c'est que ces données-là, c'est pas magique, là, tu sais, c'est pas... on peut pas rendre pas ça dans un ordinateur, puis tout arrive, puis on est content, puis on a le résultat en 10 minutes, là. C'est beaucoup de travail d'analyse de la part de l'enquêteur. Donc, lui, il va utiliser de son expertise, de ses connaissances, de sa compréhension des systèmes, de sa compréhension des processus scientifiques pour être capable de faire parler ces données-là. Puis c'est là que le travail est extrêmement, je dirais, c'est une approche extrêmement intellectuelle qui est de l'ordre de ce que l'on va voir dans je vais dire, le forensique plus classique, la criminalistique classique. Si on va, par exemple, dans les analyses balistiques, c'est des gens qui ont des connaissances en physique pour comprendre comment les objets bougent, etc. Donc, les forces qui sont en jeu. Donc, on est un peu dans la même logique. Et ça, c'est souvent une surprise pour les clients parce que ça demande, mais ils disent, bon Dieu, ça prend du temps pour arriver à des résultats. C'est évidemment, le temps est coûteux aussi. Pourquoi ça demande autant de temps d'analyse? C'est parce qu'il y a cet élément-là qui est extrêmement humain, qui demande une réflexion puis de mettre en contexte différents éléments. Vous vous retrouvez avec différentes sources de données, vous devez faire des croisements puis vous assurer que chaque élément que vous apportez, que c'est fiable. Vous pouvez pas vous permettre de l'à peu près dans ce genre de démarche-là. C'est de l'enquête. Donc, vous devez arriver avec des faits. Puis ça aussi, c'est un autre élément que l'on voit, tu sais, la question de comment est produit l'analyse forensique va souvent demander beaucoup de temps parce que ce sont des éléments qui sont judiciarisables, potentiellement judiciarisables. Donc, l'enquêteur, lui, quand il met sa griffe en bas du rapport, il faut qu'il soit en mesure de se défendre puis de dire « Mon intégrité professionnelle, elle est là. J'ai tout mis ce que je juge comme étant pertinent pour le cas et je juge que les éléments que j'ai mis de l'avant dans cette situation-là sont fiables, véridiques, vérifiables et je suis même prêt à aller en cours
avec ça. Donc, je suis prêt à aller démontrer devant un tribunal, par exemple, que l'élément X, Y, Z, c'est comme ça que ça s'est produit. Puis, je peux me faire challenger par un autre expert de la même qui va œuvrer dans le même milieu, puis il va en arriver aux mêmes conclusions. Donc, c'est ça, là, c'est toute la lourdeur de ce travail-là vient du fait que c'est une méthode qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on voit dans CSI où tu rentres une ligne de code, puis tout est sorti. Ça serait le fun si c'était comme ça. Mais malheureusement, on est loin de ça encore. Là. Je dis pas que probablement que dans les prochaines années, là, l'intelligence artificielle va amener beaucoup, beaucoup de choses, mais on n'est encore pas là. Et c'est clair que l'humain va toujours amener une plus-value, ne serait-ce que pour croiser les données puis éventuellement en faire une histoire. Puis ça, c'est un élément que je dis souvent. Tu sais, le travail d'analyse, quand il est bien fait, il vous raconte une bonne histoire. Et c'est probablement la plus grande qualité qu'un investigateur numérique va avoir, c'est qu'il va être capable de transposer du technique en narratif et ça va vraiment faire en sorte que les personnes qui vont prendre les résultats vont être capables de comprendre, OK, c'est ça qui s'est produit. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Puis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Effectivement. Puis c'est ça, toute la rigueur qui amène justement cette perception de lourdeur-là, que les gens pensent que. Puis encore là, ça fait partie des mythes que juste un ado dans son sol serait capable de faire le même genre de travail, ce qui n'est pas tout à fait, parce que ça demande justement une approche que tu mentionnais scientifique, qui est reproductible et que va être capable de passer le test, que d'autres experts dans le domaine vont être capables d'arriver sensiblement aux mêmes conclusions ou à la limite à des meilleures conclusions, mais pas des conclusions contraires à ce qui est fait. Moi, je trouve que ça fait un bon tour d'horizon. Est-ce que tu as des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aimerais aborder? Peut-être la question de quand utiliser l'investigation numérique, parce que, il y a l'incident, ça, c'en est un, mais il y a d'autres éléments aussi qui peuvent être utiles. Là. Quand est-ce qu'on a besoin d'informatique légale? Parce que les services TI vont souvent être capables de faire émerger des informations, mais parfois, ça vaut la peine d'aller plus loin puis de mieux comprendre là, une situation. Évidemment, les cas de litige, là, je pense que c'est des cas là, qui sont assez utiles. Nous, par exemple, on va travailler avec beaucoup d'avocats qui, essentiellement, se retrouvent dans des situations où ont besoin de faire de l'analyse de preuves numériques. Donc, dans cette situation-là, ils n'auront pas le choix que de passer par des firmes comme nous là, pour apporter de l'eau au moulin puis bien comprendre l'aspect technique de la chose. Dans le fond, on va venir servir de complément au travail juridique et appuyer les avocats dans leur situation, ne serait-ce que pour eux-mêmes qui puissent comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour bien défendre leurs clients. Il y a aussi les questions avec souvent, on va être appelé à travailler avec des hauts responsables de RH dans des cas, par exemple, d'employés qui ont des comportements particuliers qui sont peut-être pas vus comme étant éthiques ou intègres. Donc là, on va appuyer ces services-là pour faire de l'enquête numérique. Nous, ça s'arrête à l'enquête numérique. Et éventuellement, on peut même ajouter des services d'enquête classiques, là, par exemple de la filature, des choses comme ça, là, pour des cas particuliers de d'accidents, de gens qui essaient de frauder, des choses comme ça, là, de frauder à la CNSST, par exemple, des choses comme ça, là, ça pourrait arriver. Tout ça là, donne un peu un panorama des activités que le forensique va être appelé à faire. Souvent, on va même être appelé par des firmes, des compagnies qui ont eu un incident, qui l'ont géré, puis là, sont comme, on n'a pas vraiment pensé à l'enquête, mais on sait qu'on a encore des données. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Donc là, on va regarder ça. Évidemment, on avertit les gens dès le départ en disant que c'est malheureux, mais c'est pas, on n'aura peut-être pas la qualité de données à laquelle on aurait
est en droit de s'attendre si on avait été là dès le début, mais ça a fait partie également. Beaucoup de ces dossiers-là qui arrivent dans les derniers mois, où là, les gens sont vraiment en mode, OK, ben, je veux juste plus que ça me revienne. J'ai eu à gérer ça, j'ai eu un problème X, Y. Je peux-tu m'assurer que qu'on a fait la bonne chose puis que ça me revienne plus, essentiellement. Donc, l'autre élément, puis ça, c'est un élément que nous, on couvre pas. Ou à peine. Ça va être des services différents qui vont le faire, mais ça va être plus l'enquête en ligne là, en utilisant pour du open source intelligence. Ça, on le fait moins, mais je sais que ça se fait dans le domaine. C'est un domaine qui est plus pointu, qui va demander un autre type d'accès à des données, mais souvent, on se bute rapidement à des problèmes qui sont d'ordre légaux, là, et là, si on n'est pas accompagné par un avocat, là, on peut à peu près rien faire. Donc, c'est pour ça que généralement, nous, on dit, ben, si vous passez pas par un avocat, on ne pourra pas avancer dans ce genre de dossier-là parce que va falloir faire des démarches qui sont en dehors de ce que nous, on est capable de faire. Donc, notre limite, nous, on est dans le technique, on n'est pas dans le juridique. Et puis, malheureusement, souvent dans le droit numérique, ben, ça va prendre l'intervention de gens là, qui sont dans le milieu juridique, justement, là, qui sont dans le milieu soit des avocats ou d'autres niveaux. Ben, nous, on va être plus là pour faire de l'accompagnement, encore une fois. Puis, dernier point, tu sais, dans le fond, les gens, on a beaucoup d'appels pour des gens qui voudraient se faire, tu sais, ils sentent qu'ils sont piratés ou ils ont des problèmes avec leur ex ou des choses comme ça. Puis là, ils disent, ah ben, cette personne-là m'a mis des choses sur mon ordinateur pour me surveiller, tu sais. C'est bien malheureux, mais ça, on fait pas ça, dans le sens où, encore une fois, si vous passez pas par un avocat, il n'y a pas de chance qu'on vous aide pour faire ça. Parce que de toute façon, c'est des coûts astronomiques. Tu sais, il faut vraiment que vous ayez une très bonne raison pour aller là. Souvent, c'est des dossiers qui vont être plus policiers, type policier. Puis là, éventuellement, si vous voulez aller chercher un avocat, là, on pourra aider, mais on ne fait pas de l'aide directe à des gens. Nous, on va vraiment plus être avec des organisations. Puis ça, on se fait appeler, là, je vous dirais, plusieurs fois semaine là, pour ce genre de dossier-là. Puis c'est plate. On est obligé de péter la bulle aux gens. Là. Quand ils voient les tarifs, déjà, ils sont comme, oh mon Dieu. Mais c'est ça, c'est pas notre travail. Là. C'est très... c'est tellement méticuleux que ça n'a pas de sens pour la vaste majorité des particuliers. Là. Oui, effectivement, ça, c'est la confusion justement entre des services dédiés aux entreprises puis des services faits pour les particuliers. C'est déjà ça, il y a des entreprises ou des organisations qui s'occupent des particuliers qui ont des problèmes comme ça. Puis effectivement, l'avoir nommé, c'est aller consulter des gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Généralement, c'est pas très compliqué à désamorcer, mais ça va coûter beaucoup moins cher dans ces firmes-là que d'aller faire effectivement quelque chose. Oui, moi aussi, j'offre que dans l'entreprise. Puis des fois, j'ai des gens dans du personnel, puis je vois non, mais c'est parce que les tarifs sont pas tout à fait la chose, puis tu pourrais être un peu surpris de ce que c'est. C'est bien de ramener sur table, mais c'est plat. Oui, effectivement. Puis j'ai bien aimé aussi ton côté au Synth. Ça, parce que ça a été, je ne sais pas si vous avez été plus sollicité, mais ça a été très popularisé par la guerre en Ukraine, où Bellingcat est devenu comme une espèce de point central de discussion. Puis là, tout le monde maintenant pense qu'ils sont capables d'en faire, puis tout le monde s'improvise là-dedans aussi. Ça, c'est le message. Faites attention parce que tu mentionnais, ça prend des avocats contre dans cette zone-là. Bellingcat, il sait ce qu'il fait. Quand vous êtes dans votre sol, vous savez peut-être pas ce que vous faites, puis des fois vous touchez à des zones où vous pouvez vous faire poursuivre. Vous êtes dans des zones où c'est très, très, très à risque de faire ce genre de choses-là si vous n'êtes pas correctement accompagné. Et je trouve ça très intéressant, mais encore là, l'effet médiatique est probablement un peu pété amplifier quelque chose qui aurait peut-être pas dû être amplifié tant que ça. Là. Ouais, puis on se retrouve dans des situations où il y a des gens à un moment donné qui nous contactent avec des dossiers construits, en guillemets. Puis là, ils sont comme, regarde tel aspect, ça c'est lié à ça. Puis là, t'es comme, mais non, tu sais, d'un point de vue technologique, ça n'a pas de lien avec ça. Puis ça. Fait que là, ils sont comme, là, tu leur pètes leur ballon, tu sais, puis t'es comme, mais c'est ça, tu sais, c'est malheureux, mais je pourrais pas aller devant la cour puis défendre ça. Je vais me faire ramasser d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue scientifique. Donc, c'est ce que tu as fait, c'est du bricolage, mais c'est pas de l'analyse de forensique, là, effectivement.
Tout à fait. Fait qu'on va conclure sur ça. C'est le premier épisode de la série. Les suivants vont être un peu plus techniques pour ceux qui sont inquiets. On va vraiment descendre dans le quotidien d'un enquêteur. On va en parler au moins à un. C'est pas plusieurs de ton équipe. Fait que ça va être super intéressant justement de voir vraiment qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y a des aspects très intéressants, là, même si ça peut paraître à certains égards plus fastidieux, moins sexy qu'à la télé, mais c'est vraiment très challengeant et très revalorisant comme type de métier pour en avoir fait un petit peu dans ma carrière. Je suis pas autant spécialisé, mais j'ai toujours trouvé ça très, très intéressant de cette espèce de chemin-là. Un peu seul, mais dans la recherche, dans la quête de qu'est-ce que c'est. Fait que je te remercie énormément. Merci.